normalement, c'est parti. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Donc ce deuxième webinaire en partenariat avec Aircourtage et Prépadrone, du coup, qui fait suite au premier qui a eu lieu il y a maintenant 3 semaines, de mémoire, où on va réaborder de nouveau toute la partie formation drone et effectivement évolution sur ce début d'année 2024. On va parler également un petit peu du Manex et du Manex version scénario européen. Et après, je repasserai la main à Benoît et Cyril pour vous parler de la partie assurance, RC drone, RC télépilote. Et on aura une session de questions-réponses à l'issue. Alors, je vous fais une petite présentation sur Prépadrone pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient découvrir un peu ce qu'on fait. On est surtout une plateforme du coup de préparation aux examens télépilote de drone, donc historiquement le CATT, puis le BAPD et le CATS depuis début d'année. Et on propose aussi maintenant depuis 2 mois le passage de l'examen du CATS en ligne. On en rediscuterait, on reviendra sur ce point pendant la présentation. Voilà. Mais on propose effectivement tout ce panel de services avec des cours écrits, audio, des fiches de révision et puis tout un panel de partenaires, dont Aircourtage. Alors, on va refaire un petit coup de rétroviseur sur effectivement la fin 2023 et le début de 2024 concernant la réglementation. On va faire un petit focus sur la catégorie ouverte et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Des mises à jour concernant les exigences des télépilotes, les scénarios STS sur la partie formation et la partie centre de formation liée à ces scénarios STS. Un focus sur le passage de l'examen du CATS, qui est la partie théorique pour les scénarios spécifiques STS. Et puis après, on parlera du Manex, avec un petit rappel chronologique, le contenu, et puis les exigences de conformité du manuel d'exploitation. Alors, si on regarde un petit peu sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, donc fin 2023, on avait effectivement l'obligation de se déclarer pour les exploitants dans les scénarios, en tout cas S1, S2, S3, les scénarios nationaux, pour ceux qui voulaient continuer à opérer dans ces scénarios-là pendant la période de transition. Période de transition qui a démarré donc à début 2024 et qui va se poursuivre jusqu'à fin 2025, où on va avoir à la fois la possibilité d'opérer pour les exploitants qui se sont déclarés dans les scénarios nationaux et maintenant dans les scénarios STS européens. Donc avec l'arrivée depuis début d'année de ces nouveaux scénarios qui vont remplacer à terme les scénarios nationaux spécifiques français. La possibilité du coup, alors déjà depuis début d'année, et ça je vais y revenir, de passer effectivement l'examen théorique du CATS en ligne, et notamment via Prépadrone. Et ça devrait voir le jour dans les salles Océane, donc on va dire un peu à l'ancienne, avec la mise en place de ce service par le biais de la DGAC à partir de cet été. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les modalités. On a, je vais revenir tout à l'heure, une date qui est annoncée à début juin pour l'ouverture des inscriptions. Et donc, on est sur une période de transition qui va durer jusqu'à fin 2025. Et après, début 2026, on passera pleinement sur l'application des scénarios STS. On attendait effectivement un autre point, et on va parler juste après, une modification de ce qu'on appelle l'arrêté espace, qui devait être un peu plus permissif, en tout cas sur l'utilisation de la catégorie ouverte, notamment en agglomération. Cette modification n'a pas eu lieu et repoussé, en tout cas, des informations qu'on a à date après l'été. Et donc ça, j'en ai parlé, effectivement, il fallait se déclarer, en tout cas, exploitant avant fin d'année, pour ceux qui voulaient opérer, en tout cas, qui veulent opérer dans les scénarios nationaux en termes d'exploitants. Alors, concernant la catégorie ouverte. Donc, selon la réglementation européenne, effectivement, on peut opérer en agglomération, en espace public et en espace privé. En France, c'est un petit peu différent puisque les États sont libres de rajouter en tout cas des règles supplémentaires par rapport aux réglementations européennes, donc ce qui est le cas pour la France et pour la catégorie ouverte. Et donc, le vol en catégorie ouverte est interdit au-dessus de l'espace public en agglomération. Néanmoins, il reste autorisé au-dessus de l'espace privé. Donc ça, c'est important de faire ce distinguo-là. En catégorie ouverte, en tout cas en sous-catégorie 1 et A2, on peut tout de même opérer
depuis une copropriété, depuis un espace privé, si jamais on a une mission à réaliser au-dessus de cet espace, tout en respectant les espaces aériens, puis après les autres contraintes qui sont autour de nous. Et voilà, donc ça peut quand même être une porte d'entrée pour la réalisation de quelques missions, on va dire à faible risque, tout de même en agglomération. Concernant les scénarios STS européens, on a vu effectivement fin d'année dernière la mise à jour des exigences applicables concernant les télépilotes. Et concrètement, dorénavant, un télépilote qui est formé donc selon les scénarios STS européens est de fait habilité à opérer dans les anciens scénarios nationaux S1, S2, S3. C'est-à-dire qu'un exploitant qui est lui à la fois qualifié à opérer dans les scénarios nationaux et dans les scénarios STS, s'il embauche, on va dire, un nouveau télépilote, le fait de le former uniquement au scénario STS donnera aussi à ce télépilote le droit d'opérer dans les scénarios S1, S2, S3 qui sont déclarés par l'exploitant. Donc plus besoin, en tout cas pour les nouveaux télépilotes, de se former au scénario S1, S2, S3, puisque de fait, le titre STS donne le droit d'opérer dans les scénarios nationaux. Concernant cette fois-ci les centres de formation. C'était un petit peu compliqué effectivement en début d'année, sur janvier-février, puisque les nouveaux télépilotes ne pouvaient plus, en tout cas n'avaient plus d'intérêt à se former sur les scénarios S1, S2, S3 et le CATT, et les centres de formation n'avaient pas encore la possibilité de former au scénario STS. Et ça a été en tout cas résolu en grande partie avec l'arrivée d'une dérogation au mois de février de la part de la DESAC, qui permet dorénavant aux centres de formation qui se sont déclarés pour de former au scénario STS selon certains critères. Donc, il va falloir que le formateur ait soit son CATS, soit son CATT, que les drones utilisés soient représentatifs des drones, en tout cas utilisés lors des opérations STS 01, qui est l'équivalent du S3, ou STS 02 pour l'équivalent du S2. Et il va falloir que ce centre de formation se déclare auprès de la DESAC comme opérant, en tout cas sous le régime de cette dérogation, pour commencer à former selon les scénarios STS. Et cette dérogation, pour l'instant en tout cas, elle sera applicable jusqu'à fin octobre 2024. Donc elle est pour une période de 8 mois. Et après, de fait, tous les centres de formation devront former conformément aux exigences de l'EASA et au scénario STS, c'est-à-dire avec des drones de classe et avec très certainement des formateurs qui sont aussi qualifiés pleinement CATS plus STS. Voilà, ça c'est pour effectivement la petite mise à jour côté centre de formation, surtout pour la partie pratique. Et pour la partie théorique, on va en parler effectivement juste maintenant. Ce qui complète, ce qui débloque un peu la situation, c'est de pouvoir passer dès le mois de février, en tout cas via Prépadrone, l'examen du CATS en ligne. Alors comment ça se présente cet examen du CATS qui vient remplacer finalement le CATT? On est à peu près sur le même volume de questions. Il y a un peu moins de thématiques, on est sur 8 thématiques au lieu de 11 historiquement pour le CATT. On a toujours donc 40 questions avec 75% de bonnes réponses. Une petite particularité avec la possibilité de baisser à 30 questions pour les personnes qui seraient détenteurs de l'examen A2, donc du BAPD. Après, globalement, pour ceux effectivement qui ont passé leur CATT assez récemment, on va dire qu'il y a 60-70% de thématiques et de sujets que vous allez retrouver, hein. Tout ce qui est connaissances météo, connaissances UAS, performance de vol, clairement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Là où ça va effectivement un petit peu différer, c'est sur la partie réglementation, forcément. Et puis après, des notions qui sont assez spécifiques à l'application des STS sur les procédures opérationnelles, les atténuations des risques au sol et en vol. Voilà, on a des notions quand même qui sont très spécifiques maintenant à la réglementation européenne. Donc il y a voilà, une préparation, en tout cas une phase de révision est quand même, à prendre en compte, hein, même pour ceux qui ont passé le CATT, puisque il y a quand même, voilà, je pense, facile 30-40% de choses nouvelles, en tout cas à assimiler avant de pouvoir se présenter à l'examen. Et comme je vous le disais donc précédemment, chez Prépadrone, en fait, on a essayé de trouver une solution puisque l'ADSAC, la DGAC ne propose toujours pas, en tout cas à date,
de pouvoir passer l'examen du CATS en France. Et ce qu'on a fait effectivement via Prépadrone depuis plusieurs mois, c'est qu'on s'est rapproché d'un centre de formation partenaire aux Pays-Bas, puisque les Pays-Bas sont, en tout cas à notre connaissance, le seul État à pouvoir, à autoriser le passage d'examen du CATS en ligne et à valider, un examen qui a été passé en ligne. Alors en respectant effectivement, tout un une liste de critères qui sont édités par l'EASA, et effectivement auxquels on s'est conformé, hein, via Prépadrone et via notre partenaire. Et ce qui nous permet donc de proposer, un tarif qui reste quand même assez accessible par rapport à ce qui se voyait, en début d'année, hein. On était sur des tarifs, quand même assez onéreux en début d'année, des, 500-600 €. Voilà, là, on est quand même sur un coût qui est un petit peu plus cher que ce qui va pouvoir se proposer en présentiel en France, mais ce qui se justifie par effectivement la flexibilité de la solution, puis le fait qu'il y ait plusieurs acteurs effectivement dans la chaîne. Donc voilà, je pense que c'est effectivement une offre qui permet à tout le monde de s'y retrouver, en tout cas de pouvoir passer, de se former dès à présent. Concrètement, comment ça se passe? Vous allez pouvoir vous inscrire directement sur Prépadrone pour la partie préparation, et une fois que vous êtes prêt, vous sélectionnez, l'achat, en tout cas le passage de l'examen. Vous sélectionnez une date de passage. On propose une session tous les jours puisque c'est du passage en ligne, et après on va vous rediriger vers une plateforme qui a été entièrement été sélectionnée par Prépadrone et qui est administrée par les équipes de Prépadrone pour passer votre examen. Donc encore une fois, avec des questions qui ont été, rédigées par l'occasion, entre Prépadrone et notre partenaire, hein, aux Pays-Bas, qui est habilité pour, la rédaction de ces questions-là. Donc on n'est pas sur de la traduction, on est vraiment sur de la question qui ont été rédigées en française et qui sont conformes aux exigences, encore une fois, de l'EASA. Donc vous allez passer votre examen en ligne, sur la date, sur le jour sélectionné, et une fois que votre examen est passé, sous, maintenant 4-5 jours ouvrés, le temps que les sessions soient corrigées, qu'on se soit assuré que les sessions ont été passées dans de bonnes conditions, que ça soit sur le contrôle d'identité, le contrôle de l'environnement ou des choses comme ça. On transfère la demande de délivrance du certificat à notre partenaire, heu et votre certificat vous arrive automatiquement par mail sous une petite semaine, maintenant 4-5 jours ouvrés, grand maximum. Voilà, c'est les délais qu'on a actuellement. Et on a à date, alors ça c'est des chiffres que j'ai pas remis à jour, voilà, mais on a déjà maintenant plusieurs centaines de candidats qui sont passés par notre solution et donc dont le certificat ont été délivrés, et on est sur un parcours, alors bien qu'on ait un partenaire effectivement, aux Pays-Bas, hein, qui est en bout de chaîne, mais on a un parcours avec des acteurs 100 % français, que ça soit avec Prépadrone ou avec la plateforme de passage d'examen, qu'on a sélectionnée. Concernant du coup le petit sujet du Manex. Alors je ne vais pas vous faire, 30 minutes de présentation détaillée sur le Manex, hein. L'idée c'est de vous présenter dans les grandes lignes, ce sujet-là et les exigences et puis ce que ça incombe, pour l'exploitant. Vraiment que vous ayez, voilà, une vision d'ensemble de ce sujet-là, puis on pourra en discuter après sur la session de questions-réponses. Alors, si on regarde un petit peu, dans le passé, historiquement, pour les plus anciens d'entre vous, on parlait du MAP, un manuel d'activité particulière, qui a été remplacé, début 2021, par le manuel d'exploitation, donc on va dire à la sauce, française, hein, puisqu'on connaissait que celui-ci pour encadrer en tout cas les scénarios S1, S2, S3. Et maintenant, on arrive sur une période de transition avec, à la fois un Manex qui peut être, gardé, en version française, et aussi un Manex maintenant européen pour répondre au scénario STS. Cette période de transition, donc, comme l'application des scénarios, va se poursuivre jusqu'à fin 2025, et début 2026, tous les exploitants, en tout cas catégories spécifiques, devront avoir un Manex conforme, aux exigences européennes. Alors, pour rédiger son Manex, on s'appuie effectivement, sur la réglementation. Alors je vais faire vraiment le focus, hein, sur le Manex, nouvelle version, version européenne. On s'appuie effectivement sur la réglementation Europe, hein, sur l'appendice, numéro 5 que vous retrouverez dans la réglementation Europe, 2019-947. J'ai plus le numéro de page, mais c'est vers la fin. Et c'est à cet endroit où en tout cas on va, définir, tout ce qui doit être intégré dans notre manuel d'exploitation.
et pourquoi ce manuel d'exploitation est important. Donc les objectifs, ils sont divers, hein. C'est pour assurer d'une part la conformité avec ce qu'impose la réglementation européenne vis-à-vis des scénarios STS. C'est pour fournir un cadre détaillé pour la sécurité, pour la réalisation de vos opérations de drone en tant qu'exploitant. Définir les responsabilités entre l'exploitant et les télépilotes, hein. Le MANEX est vraiment lié à l'exploitant, mais en tant qu'exploitant, vous allez aussi bah, donner des responsabilités à vos télépilotes. Donc c'est à cet endroit-là, dans ce MANEX, que ces limites de responsabilité vont être décrites. Et ça va pouvoir effectivement être un outil clé pour la gestion des risques et la sécurité de vos opérations. Vous allez pouvoir décrire toutes vos procédures. J'y reviendrai un petit peu après. Et c'est aussi donc un document de référence en cas d'audit par les autorités. C'est le document qui fera foi, en tout cas, pour regarder si vous, en tant qu'exploitant, vous avez été conforme aux exigences de la réglementation en cas de souci. Alors, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? On va pouvoir y retrouver des notions de procédure opérationnelle, donc avec le détail de toutes les opérations que vous allez pouvoir réaliser au sein de votre exploitation. Donc là, spécifiquement pour les STS 01 et STS 02, pendant la période de transition, un exploitant qui opère à la fois selon les scénarios STS et selon les anciens scénarios S1, S2, S3 ou même en catégorie ouverte, peut renseigner effectivement toutes les opérations qu'il va réaliser dans le cadre de son exploitation. Voilà, l'idée, c'est vraiment de dire ce que vous allez faire en tant qu'exploitant si vous opérez des fois en catégorie ouverte, en catégorie scénarios nationaux ou en STS. Ça devra figurer dans votre manuel d'exploitation. Vous allez lister également toutes les procédures, on va dire standards, hein, qu'est-ce que vous faites avant le décollage, pendant le vol, pendant l'atterrissage, comment vous gérez les situations normales de vol, les situations anormales. Comment vous gérez le rapport des incidents? Alors historiquement, jusqu'à présent, on remplit effectivement les fameuses fiches Crésus, qu'on renvoie, à la DSAC. Donc tout ça, ça doit être tracé et ça doit être documenté. Et après, on a toute une partie sur la partie exigences techniques. Donc là, on est surtout sur la partie des drones et des équipements. Quel type d'équipement vous allez utiliser, dans quel cadre, et à quel moment? Et comment vous les entretenez? Et qui est habilité à utiliser tel drone? C'est là où on va voir la limite de responsabilité entre l'exploitant et le télépilote. Tous les télépilotes, forcément, de votre exploitation, ne sont pas forcément habilités à piloter tous les drones. Donc ça devra figurer dans votre manuel d'exploitation. Et on a une nouvelle partie qu'on ne retrouvait pas forcément sur les manuels d'exploitation, en tout cas version française, mais là c'est clairement le cas sur les nouveaux, on va dire conformément à la réglementation européenne. On va devoir faire figurer en tout cas plus de choses sur la partie formation de vos télépilotes et notamment un centre de formation ou un formateur référent que vous allez devoir référencer voilà, pour faire du maintien de compétences au sein de votre exploitation. De la même manière, on va devoir référencer toutes les procédures de maintenance avec un responsable de la maintenance et dans le but effectivement de documenter, de tracer toutes vos activités de vol. Et ça va aller aussi même un peu plus loin sur la traçabilité de vol. On va mettre en place maintenant en tout cas le suivi de l'exploitation heu, sur les scénarios européens. Tout ce qui est carnet de vol, carnet de bord de l'aéronef, carnet de vol du télépilote. Donc en fait, tout ça, ça va devoir être documenté. Comment vous loguez effectivement les heures de vol de vos télépilotes, comment vous loguez les heures de vol de vos machines. Ça devrait être documenté dans vos MANEX et ça devrait être tracé au sein de votre exploitation. Donc concrètement, effectivement, comment ça s'articule, la mise en application? Donc chaque exploitant doit maintenir à jour son MANEX, hein. Dès qu'on a une modification dans son MANEX, donc typiquement l'arrivée d'un nouveau télépilote, on doit le mettre à jour et l'éditer, faire un nouveau numéro de version et archiver les anciennes versions. Et on doit toujours être en capacité de pouvoir présenter la version à jour de son manuel d'exploitation. Et dès qu'une version de son manuel, en tout cas d'exploitation, a été mise à jour, on doit être en capacité de la diffuser et de la porter à connaissance de l'intégralité des acteurs de son exploitation, que ce soit les télépilotes, les responsables de maintenance, en tout cas, ou les personnes qui sont liées aux opérations.
Ça, c'est important. Et le MANEX, donc, comme je le disais précédemment, va être une base en cas d'audit par les autorités. Si jamais vous avez un incident au cours de vos opérations, les autorités pourront aller voir effectivement si ce que vous avez fait lors de cette mission a respecté ce que vous aviez défini dans votre manuel d'exploitation. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, vous allez pouvoir vous exposer à soit des amendes, soit de la prison, et puis de l'interdiction de vol surtout, tant que votre manuel d'exploitation et vos procédures ne sont pas remises à jour. Et ça va faire effectivement la transition avec la partie assurance. Et je pense que Cyril et Benoît pourront confirmer aussi ce point-là, c'est si dans votre manuel d'exploitation, vos procédures en tout cas ont mal été décrites ou n'ont pas été respectées lors de vos opérations, très probablement que vous ne serez pas couvert, en tout cas dans certains cas. Je laisserai Benoît et Cyril compléter là-dessus. Mais... Ouais, disons que le contrat d'assurance a vocation à intervenir pour les dommages qu'on peut occasionner à des tiers ou les dommages qu'on peut subir. Mais ce qui est important de préciser, c'est que le contrat d'assurance fonctionne en application de la réglementation. Le jour où il y a un pépin, le jour où il y a un sinistre, qu'est-ce qui se passe de manière concrète? L'assureur va demander à un expert de venir vérifier un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, il y aura notamment la mise à jour du MANEX. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que tous les télépilotes sont enregistrés? Est-ce que tous les drones sont enregistrés? Et cela conditionne en fait le fonctionnement des garanties du contrat. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Est-ce que les télépilotes ont été informés des procédures de l'exploitant? Est-ce que ça a été respecté le jour de la mission? Donc, d'où l'importance, en tout cas, voilà, c'est vraiment un sujet à pas mettre de côté. Vous retrouvez effectivement, alors sur le comment rédiger son annexe, on va en parler un petit peu, puis ça sera, je pense, pendant nos questions-réponses, mais il y a des canevas, effectivement, alors sur l'ancien Manex scénario français, mais qui ne va plus forcément vous intéresser, qui avait été mis à disposition par les DSAC historiquement. On retrouve un canevas maintenant sur le site de l'EASA qui est entièrement en anglais. Et côté prépa drone, nous, on a fait un travail ces dernières semaines, ces derniers mois, pour vous proposer d'ici quelques jours un canevas de Manex conforme au scénario européen, entièrement en français, avec un guide d'utilisation. Voilà, on vous tiendra informé de la sortie de ça et de la commercialisation de ce service-là. Voilà, je vous invite en tout cas à revenir vers nous. De toute façon, on échangera, que ce soit tout à l'heure via les questions-réponses ou après par mail. Mais voilà, on va en tout cas pouvoir vous accompagner aussi sur la suite, en tout cas sur le démarrage de votre activité exploitant, en vous accompagnant sur la rédaction en tout cas et le fait d'être conforme pour démarrer sereinement votre activité avec ce Manex. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on va passer. Moi, j'en ai une. Oui. Est-ce que si on fait du vol en catégorie open, on a obligation de faire le MANEX? Non, le MANEX est réservé aux opérations en catégorie spécifique, que ce soit selon les scénarios français ou européens. Donc, catégorie ouverte, nous n'avons pas d'obligation de MANEX. Donc, comment ça se passe lorsqu'on fait des fois des vols en catégorie ouverte et des fois des vols en catégorie spécifique? En tant qu'exploitant, alors, je vais vous donner ma version, mais en tant qu'exploitant, effectivement, en catégorie spécifique, de fait, vous avez un MANEX. Et comme je disais tout à l'heure, si vous, en tant qu'exploitant, à 90% en catégorie spécifique, si de temps en temps vous opérez en catégorie ouverte, à mon sens, vous devez le faire figurer dans votre manuel d'exploitation. Par contre, à contrario, un exploitant qui n'opère qu'en catégorie ouverte n'aura pas à rédiger de MANEX. Parce que il y a des cas où on est à la fois l'exploitant et le télépilote. Enfin, je veux dire, la plupart du temps même. La plupart du temps. Mais dès lors où vous êtes exploitant et télépilote en scénario spécifique, donc en auto-entreprise, voilà, vous êtes à votre compte en auto-entreprise, en catégorie spécifique, vous devez d'avoir un MANEX, parce que vous êtes à la fois exploitant et votre propre télépilote. Alors du coup, ça me permet de rebondir sur la question posée par Fabien. Et donc l'assureur ne demande pas de MANEX pour de l'open, dans la mesure où il n'y a pas de MANEX à établir lorsqu'on vole en open. Non, l'assureur ne réclamera pas ces pièces. En revanche, il réclamera les autorisations de vol
entre autres, tout ce qui doit être fait en fait en application de la réglementation. Alors, il y a une autre question. Si mon entreprise où je travaille achète le drone et que... Alors, attendez, il y a plein de questions du coup. Si mon entreprise où je travaille achète le drone et moi je suis en tant que télépilote, l'entreprise où je travaille est-elle exploitant? Alors, pardon, sinon, Excuse-moi, oui, si, pardon. donc c'est quelqu'un en fait qui est salarié dans une entreprise Oui. et c'est l'entreprise qui achète le drone. La question donc de la personne qui est Gérald, c'est est-ce que c'est l'entreprise qui devient exploitant? En toute logique, oui. Il faut bien dissocier l'exploitant du télépilote. Vous, en tant que télépilote, vous avez vos qualifications, vos certifications S1, S2, S3, STS, et vous allez opérer pour le compte d'un exploitant qui, lui, a potentiellement acheté des drones et qui va avoir la responsabilité des missions qu'il vous confie. Donc, ce sera à lui, effectivement, de s'enregistrer de fait sur Alpha Tango, d'enregistrer ses drones, de faire les déclarations de vol en tant qu'exploitant, et vous pourrez opérer en tant que télépilote pour lui. Et il Et, devra, du coup, avoir son manuel d'exploitation. et si on est télépilote et qu'on a son propre drone et qu'on travaille Et pour un exploitant, après, tout dépend des cas vous, en tant que télépilote avec votre propre drone, vous êtes probablement, vous, exploitant de votre côté. Vous allez pouvoir opérer de temps en temps pour le compte d'un autre exploitant. Après, c'est à voir qui déclare la mission. Est-ce que c'est votre client, exploitant aussi drone, qui prend à sa charge la responsabilité de la déclaration de la mission, ou est-ce qu'il vous délègue entièrement cette responsabilité en tant qu'exploitant aussi de votre côté? Moi, j'aurais une question par rapport au CATS que je viens de passer avec Prépadrone, donc sur le site des Pays-Bas. Et j'ai un nouveau numéro, sachant que je suis déjà enregistré sur Alpha Tango parce que j'ai le A1A3 et que j'ai passé aussi le BAPD. Donc, j'ai déjà un compte sur Alpha Tango avec un numéro de télépilote et sur l'attestation que j'ai reçue de la part de Prépadrone, j'en Vous ai avez un un nouveau. nouveau pour mon CATS. Tout à fait, parce qu'effectivement, les bases, en tout cas, entre pays, ne communiquent pas. Il n'y a pas de base commune européenne. Donc, vous avez un numéro de télépilote français pour votre A1, A3, A2, certainement, et un numéro de télépilote, pardon, qui a été nécessaire pour vous enregistrer dans la base de la RDW pour la délivrance de votre CATS. Alors, quel numéro est-ce que je dois utiliser pour mon exploitation en STS? J'imagine le numéro néerlandais. Alors non, après ça sera votre numéro français. Il faut dissocier le numéro, pardon, d'exploitant du numéro de certificat télépilote. Vous avez D'accord. le numéro d'exploitant US que vous avez obtenu tout au début, je pense, sur Alpha Tango. Après, vous avez un numéro FRA-RP quelque chose qui sont liés à vos certificats 1 à 3 que vous retrouvez sur Alpha Tango. Voilà. Donc il y aura la partie exploitant, la partie numéro télépilote. D'accord. Et donc, je vais créer mon activité d'exploitant là prochainement. Et il y aurait virtuellement deux télépilotes, un néerlandais et un français. Il y a un télépilote, enfin c'est le même télépilote, mais un avec un certificat émis par la France et un avec un certificat effectivement émis par les Pays-Bas, avec un numéro, un ID technique qui est différent. La personne est la même, mais l'ID, en tout cas technique, est différent puisque les bases de données entre les différents pays ne communiquent pas encore. Très bien. et Romain, pardon, on a une question, Romain, qui est une question de Rémi. Est-ce qu'un télépilote peut rédiger le Manex pour son exploitant? J'ai envie de dire que oui. Oui, un télépilote qui est salarié, si l'exploitant lui confie ce rôle-là et que c'est clairement, en tout cas défini dans l'organigramme, encore une fois, mais dans le Manex d'exploitation, il faut définir les rôles de chacun. Donc, dès l'instant où ce télépilote, cette personne, est bien défini dans l'organigramme, comme par exemple le responsable des opérations et responsable de la mise à jour et du maintien du Manex, je pense qu'il n'y a pas de souci pour qu'un salarié, quel qu'il soit, puisse rédiger le Manex de l'exploitant. Et une petite question. Donc, on doit expliquer dans le Manex qu'on a un carnet de vol Oui. et que chaque vol, même s'il dure 1 minute, on doit enregistrer j'ai volé 1 minute.
En toute logique, oui, réglementairement, oui, on doit être en Voilà. capacité de loguer, effectivement, d'avoir un logbook, que ça soit pour le télépilote ou pour le drone. D'accord. Et ça, c'est valable, quel que soit le pays où on vole? Et ça, c'est valable quel que soit le pays. Oui, c'est une exigence de la réglementation européenne. Donc, dès l'instant où vous opérez, selon les scénarios STS 01, 02, dans n'importe quel pays de l'Union, vous devez être en capacité de tracer effectivement les vols que vous avez faits, soit pour le Et télépilote ou pour les drones, selon ces scénarios-là. et si je vole en dehors des pays de l'Union? Joker, je ne sais pas. J'ai envie de dire que vous devez vous conformer, à la réglementation du pays en question. Certes. Je sais pas. Je peux pas vous répondre là-dessus. Je sais pas Alors, si quelqu'un a déjà eu le cas d'usage et pourrait répondre, mais en tout cas, moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Parce que par exemple, l'Islande, c'est pas dans l'Union européenne? Oui, je pense. Donc si vous volez effectivement en Islande, enfin si vous voulez dans un autre pays de l'Union, pour moi, vous devez vous conformer effectivement à la réglementation locale. Si la réglementation locale n'exige pas que vous ayez un manuel d'exploitation et que les vols que vous allez faire, dans ce pays, n'ont pas à être tracés, à mon sens, vous n'avez pas à le référencer dans les activités, qui sont liées au scénario européen. Mmh. Mais à confirmer. Voilà, je ne sais pas si effectivement quelqu'un, a eu ce cas d'usage-là, mais voilà, pour moi, alors c'est, selon les scénarios européens et selon ce qui se fait sur le territoire européen. on a eu, pour, la partie assurance, des demandes pour des télépilotes qui opéraient en dehors de la communauté européenne pour avoir des attestations à communiquer aux autorités, des attestations sous format, anglais, hein, rédigées en anglais. Mais j'ai pas souvenir, en tout cas, moi, j'ai pas vu passer de demande, concernant le Manex. Je note le point et j'essaierai de revenir vers vous. Bonjour Romain, c'est Cyril. Je pense qu'il est important également de préciser que quand on va voler dans un pays étranger en Europe, l'Europe ou la communauté européenne n'est pas suffisante. Il faut vraiment que le pays soit signataire des traités de l'EASA pour que du coup on soit sous le coup de la réglementation drone européen. Oui, oui, tout à fait, on parle de Voilà, des pays de hein. l'Union européenne. Voilà, il faut que vraiment le pays soit signataire pour qu'on soit dans ce cas-là. Et après, bah, effectivement, il faut, si ce n'est pas le cas, il faut se renseigner auprès du pays, des réglementations à appliquer, quoi. Et pour ça, sur le site de l'EASA, normalement, vous avez un endroit qui est dédié sur la partie drone, qui va référencer toutes les applications, du type Alpha Tango, enfin, le Alpha Tango de chaque pays. Donc dans lequel vous allez retrouver effectivement toutes les informations spécifiques éventuellement à chaque pays. Ça, vous allez pouvoir retrouver ça sur le site de l'EASA. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on avance et que si Ouais. vous voulez, moi, vous puissiez faire la présentation côté air courtage et puis après on partira sur la séance de questions-réponses, Très bien. si ça vous va. Allez. Et ben, on va démarrer par une petite vidéo de présentation.
Alors, le slide, c'est le slide du 5 avril, mais peu importe, c'est juste la date. Bien, bonjour à tous. Alors, l'occasion de se présenter après l'intervention de Romain. Donc, Air Courtage Assurance, nous sommes courtiers. Alors, je suis Benoît Lebert et je suis en charge du département drone chez Air Courtage. Donc, on va vous parler de Air Courtage. Ensuite, on va vous parler des risques lorsqu'on parle de drone, de la façon dont on protège son ou ses drones, de la façon dont on protège sa société, de la façon dont on protège le télépilote, et on vous fera à la fin un récapitulatif sur les différents contrats d'assurance. L'objectif, c'est que ça se soit assez dynamique, qu'on ne vous saoule pas avec tout ce qui est repris dans un contrat d'assurance, mais qu'on vulgarise au maximum. Donc déjà, un courtier, qu'est-ce que c'est un courtier? Alors, un courtier, ce n'est pas un assureur. Un courtier, c'est quelqu'un qui va trouver un assureur. Un courtier, c'est quelqu'un qui va aller sur le marché de l'assurance, qui va donc rencontrer au début son client. Son client va lui exprimer un besoin et le courtier va ensuite aller sonner à la porte de différentes compagnies d'assurance pour essayer de placer le risque. Donc, chez Air Courtage, nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons une spécialité en aéronautique et depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons une spécialité également sur le marché du drone. Alors, nous intervenons pour les télépilotes et nous intervenons également pour les fabricants de drones, entre autres, mais pas que. Et nous faisons après des montages sur mesure. Voilà, on peut poursuivre. Alors, pour situer qui est Air Courtage, donc c'est un courtier d'assurance français, c'est une équipe de 40 personnes avec 5 personnes entièrement dédiées au drone. Nous avons notre siège social qui est à Saint-Vulbas dans le département 01. Nous avons un bureau à Lyon, comme c'était précisé là sur la petite vidéo, un bureau en Suisse et également une annexe au Royaume-Uni. Alors, quand on parle de drone, on parle de deux types de risques. On parle de risques en évolution et de risques au sol. Important de bien poser le contexte pour expliquer en fait ensuite là où on veut en venir. Alors, voilà, donc quand on parle de risques en évolution, on parle du drone qui est donc en train de voler et là, il existe deux types de contrats. Soit une assurance qui est rattachée au télépilote qui peut avoir plusieurs drones, ou alors une assurance qui est rattachée à un ou plusieurs drones avec un ou plusieurs télépilotes. Dans l'image de gauche, donc c'est le télépilote tout seul, c'est généralement l'auto-entrepreneur qui commence son installation et qui s'est acheté du matériel, 1, 2, 3, 4, 5 drones. Donc ça va être typiquement l'image de gauche. Et dans l'image de droite, ça s'adresse davantage à des groupes qui ont une flotte de drones avec généralement plusieurs télépilotes, des grosses structures, style Engie, EDF, SNCF, etc. On peut continuer. Donc là, on parle d'assurance de responsabilité civile. Alors, important de distinguer deux choses. La première, c'est ce qui apparaît à gauche, c'est l'assurance de responsabilité civile drone, assurance de responsabilité civile aéronef. Tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment le minimum légal obligatoire qu'il vous faut pour partir en mission. La deuxième partie, c'est les dommages subis par le drone. Les dommages subis par le drone, c'est le drone qui tombe, qui est endommagé totalement ou partiellement. On peut assurer ça, mais ça reste facultatif. On peut poursuivre. Du coup, quand on a parlé d'assurance de drone, on a bien vu qu'il y a une assurance qui est légalement obligatoire, qui est la RC drone ou la RC aéronef, avec l'assurance facultative qui est l'assurance de dommages. Et vient en deuxième lieu quelque chose qui est souvent
un peu confus dans l'image, dans la tête des personnes, c'est qu'on parle de responsabilité civile entreprise ou de responsabilité civile professionnelle. Alors, c'est pour ça que nous, quand on parle de risque, on parle du risque en évolution avec l'assurance du drone et on parle du risque au sol, où là, on parle de responsabilité civile d'entreprise. Autre point sur lequel on peut avoir des interrogations, alors je vais peut-être revenir juste un petit peu, voilà, sur le contrat d'assurance de protection juridique, qui est une solution pour éviter les litiges et non pas les sinistres. Qu'est-ce que c'est un litige? Pour faire juste une petite parenthèse, le litige, c'est le désaccord avec un fournisseur, le désaccord avec un client. On a réalisé sa prestation, mais le client ne veut pas payer. Ce n'est pas un sinistre à part entière. Par contre, ça relève d'un litige, ça relève du domaine du droit. Qu'est-ce qui existe dans ces cas-là pour trouver une solution à ce litige? Soit on prend un avocat, et ça coûte relativement cher, soit on a souscrit un contrat de protection juridique, et là, à ce moment-là, on va avoir le soutien d'une équipe de juristes pour faire avancer le litige et en trouver une solution. On peut poursuivre. Donc, autre point, quand on parle de drone, c'est qu'en est-il du télépilote? Alors, le télépilote, au même titre que le drone, le télépilote, il peut lui arriver des mésaventures, il peut se blesser, il peut y avoir une situation même un peu plus extrême qui est d'arriver à, enfin, ce qui est un décès. Et sachez, voilà, pour information, qu'il existe un contrat qui s'appelle individuel accident télépilote et qui permet éventuellement, en cas d'hospitalisation, de bénéficier d'indemnités journalières. On poursuit. Là, c'est le récapitulatif des contrats. S'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir à l'issue de cette présentation, lorsque vous partez en mission, le minimum légal à avoir, c'est la première cellule, la RC Aéronef. Ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Après, en facultatif, mais vivement conseillé, c'est l'assurance RICAS de votre matériel. Autre point auquel il faut se poser la question, est-ce que je m'assure ou est-ce que j'assure mes télépilotes, en tous les cas, en plus de la couverture de sécurité sociale qui est prévue par l'employeur pour ceux qui sont salariés? Et le dernier point qui reste néanmoins tout autant important, c'est qu'en est-il des risques au sol, nous ce qu'on appelle la RC entreprise ou la RC professionnelle, et la protection juridique. Voilà, ça ce sont des domaines sur lesquels si vous êtes contrôlé, il n'y a pas de sanction. Par contre, le jour où il y a un pépin, si vous avez juste un dommage occasionné par le drone et que vous avez une RC drone, pas de problème. Si c'est un dommage en dehors du drone, ça relève de la RC entreprise, donc vivement conseillé de souscrire ce contrat d'assurance. Vous pouvez donner un exemple de RC entreprise? Je n'ai pas bien compris. Alors, la RC, le genre de choses que ça recouvre. RC entreprise. Je vais vous donner un exemple qui est du concret. On a des télépilotes qui vont partir en intervention chez un client. Ils vont arriver, la batterie n'a pas été chargée ou elle n'a pas fini d'être chargée. On va demander, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut charger la batterie, est-ce qu'on peut finir le chargement de la batterie chez le client? On est d'accord que le drone n'est pas en train de voler. La batterie est mise à charger chez le client, on fait le tour, on est en train de regarder là où on va opérer, on explique au client on va faire ci, on va faire ça, et pendant ce temps-là, la batterie prend feu chez le client et met le feu à la maison du client ou au garage ou à l'entrepôt du client. On est d'accord qu'il n'y a aucun drone dans l'histoire. Et pourtant, on a bien occasionné, en tant que professionnel, un dommage qui relève de la responsabilité civile entreprise, qui n'est pas obligatoire, mais pour autant, voilà, on risque d'avoir une facture qui va coûter très cher et ça peut très vite monter et on peut très vite se retrouver en situation délicate.
Je vais vous donner un deuxième exemple, qui est donc là, c'est un article de presse qu'on avait identifié. C'était quelqu'un qui avait mis, c'est toujours une histoire de batterie, quelqu'un qui avait mis ses batteries à charger dans son appartement. C'est une histoire qui est arrivée à Bourges, 2022. La batterie prend feu. Le feu se communique au matelas. Alors la personne, dans un accès de panique, ouvre la fenêtre, jette le matelas. Le matelas tombe sur une voiture qui prend feu et qui embrase la façade de l'immeuble. Bon, c'est de la responsabilité civile professionnelle. Encore une fois, c'est de la responsabilité civile entreprise. Ça n'a rien à voir avec le drone. Le drone n'était pas en évolution. C'est de la RC entreprise. Voilà. J'espère en tout cas que voilà, ces deux exemples vous permettent de comprendre à quoi sert une RC entreprise. Si vous voulez un ordre d'idée, un ordre de budget pour avoir à peu près quelques estimations, on va dire que partez sur une base d'un chiffre d'affaires dans les 100 000 euros, estimez le budget entre 300 et 400 euros à l'année pour la RC entreprise. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour, Johan. J'avais une question, c'était sur le brise-casse. Oui. Du coup, c'est savoir à partir de quel montant le drone il peut être assuré. Alors, Parce que par exemple, si c'est un drone qui coûte 600 euros, 1000 oui, euros, 3000 euros. alors la pertinence, en fait, nous, dans l'expérience que l'on a sur le risque de drone, est-ce que c'est pertinent d'aller assurer du matériel qui vaut 600 euros? Je dirais que non. Je dirais que non parce que entre le montant de la prime, le montant de la franchise et s'il y a de la vétusté, finalement, ce que vous allez récupérer pour une valeur de 600 euros, ça ne va pas être intéressant. Pour nous, on considère qu'à partir de 3 000 euros, voilà, ça devient pertinent parce que ça reste quand même votre outil de travail. Et si jamais vous devez derrière assurer des prestations auprès de vos clients et qu'il vous faut racheter du matériel, bah, la somme 2 000, 3 000 euros, vous n'aurez pas 2 000, 3 000 euros, mais vous aurez quelque chose qui vous permettra de racheter du matériel. Est-ce que ça répond à la question? Super. Très Ok. bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Alors, ça permet d'aller sur le… Oui, allez-y. Oui, bonjour. C'est Bonjour. pour savoir par rapport à la protection du matériel. Parce que concernant l'évolution, c'est-à-dire que le matériel, est-ce qu'il sera assuré, par exemple, dans la voiture ou quand on l'emmène? Alors, la question, en fait, si je la reformule pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que le matériel, lorsqu'on l'assure en bricasse, est-ce qu'il est garanti lorsqu'il se trouve dans le véhicule? C'est Oui, bien parce ça? que oui, Oui, alors, chez Air Courtage, la réponse est oui. C'est pas systématique chez certains de nos confrères, mais chez Air Courtage, la réponse est oui. Donc ça, c'est une question très intéressante parce que ça permet de faire la distinction entre ce que peut couvrir telle société ou telle autre. Ce sont des critères différenciants. Je sais, enfin, nous savons, puisque voilà, nous savons aussi ce que font nos concurrents et ils travaillent très bien, il n'y a pas de sujet. C'est que après, il y a une différence de prix qui peut intervenir, mais qui va se jouer sur des détails de cet ordre-là. En tous les cas, la réponse par rapport à votre question, oui, le matériel, lorsqu'il se trouve dans le véhicule, est garanti chez Air Courtage. Alors, ça me permet de faire la petite pub au passage, hein, mais voilà, nous avons notre site internet qui est r-assurance.eu et sur lequel vous avez la possibilité de souscrire directement en ligne l'assurance pour la RC drone, le bris et la casse. Un numéro de téléphone également pour nous joindre, le 04 74 46 94 68. Et enfin, une adresse drone pour pouvoir nous interroger sur toutes questions que vous pourriez avoir à l'issue de ce webinaire. Donc, c'est drone@r-assurance.com. Et excusez-moi, encore une petite question. Oui. Sur la partie RC aéronef, donc responsabilité civile aéronef, Oui. c'est comment dire, c'est les dégâts causés par le drone. Par le drone.
Et les Oui, dégâts, c'est aussi bien, j'ai envie de dire, les dégâts ma- matériels que les dégâts, j'allais dire, humains, corporel. Oui, en fait, c'est corporels, ça. voilà. Ouais. C'est les dégâts, c'est le drone. Alors, pour schématiser, hein, c'est le drone qui va tomber dans une zone en plein été et dans la chute, le drone va mettre le feu. Mhm. Hein, on peut imaginer un départ de feu causé par un drone, dommage matériel. On peut imaginer une perte de contrôle au moment de la mission avec un drone qui finit chez le voisin, de là où vous étiez en train d'opérer. Donc, ils finissent dans le Velux sur la toiture. Voilà, c'est de la responsabilité civile. Aéronef. On peut imaginer une mission réalisée, et là j'attire votre attention parce que je vois beaucoup de vidéos sur ça. C'est des gens qui interviennent pour faire des films sur des bâtiments protégés ou des bâtiments classés. Alors, inutile de vous dire que vous avez tous en tête ce qui s'est passé pour l'incendie de Notre-Dame. Un drone qui percute la toiture d'un bâtiment classé et sur lequel il y a un début d'incendie, voilà, ça va faire une facture très très élevée. Tout ça pour dire quoi? C'est que en fonction des zones et des sites sur lesquels vous intervenez, vous pouvez avoir certaines fois des demandes pour être assuré à hauteur d'un certain montant. Le minimum légal, c'est d'être assuré pour 1 million d'euros de dégâts. Sachez que on voit des demandes qui nous sont formulées par des télépilotes qui interviennent pour des clients industriels. Et ces clients industriels exigent que les télépilotes soient assurés pour 2,5 millions d'euros ou 5 millions d'euros de dégâts. D'accord. Et Est-ce que est-ce que dans ce cas, il est possible de demander un complément spécifique? Bon, par exemple, je prends le truc, je suis assuré pour 1 million, et puis là, j'ai une mission à faire. Et oui, effectivement, on me fait cette demande, et il faut que vous soyez assuré pour 2,5 millions. Est-ce que je peux, en quelque sorte, prendre un complément d'assurance pour la oui, mission? oui. Sachant qu'elle est Alors, exceptionnelle, je ne vais pas m'assurer c'est, pour 2,5 c'est- millions parce qu'une fois, j'ai eu une mission à 2 millions. Voilà. non. Alors, sachez que c'est quelque chose que nous avons mis en place. On n'a pas forcément communiqué énormément, mais en tous les cas, chez Air Courtage, vous pouvez faire une assurance à la journée Ah, d'accord. qui vous permet de souscrire une assurance de 2,5 millions, voire 5 millions d'euros. Et ça répond. Chaque année, on a à peu près une centaine de demandes de personnes qui prennent ponctuellement pour une mission bien déterminée. Et c'est exactement la question que vous posiez. Ouais, ouais, c'est Je ça. n'ai Ouais. pas besoin d'une assurance à l'année. En revanche, voilà, pour une mission en particulier, eh bien, chez Air Courtage, on a la possibilité de souscrire en ligne et même sur le week-end, j'ai envie de dire, de souscrire cette assurance ponctuelle pour couvrir les dégâts qu'on pourrait occasionner. Et ça peut être demandé, encore une fois, généralement, c'est les sites industriels. D'accord. Je vais rebondir, Benoît, si tu le permets, Oui, oui, justement je t'en prie. sur cette chose-là. Effectivement, possibilité, effectivement, chez Air Courtage, d'avoir une assurance à la journée. Pour toutes les sociétés ou les télépilotes qui auraient des missions de 3 jours ou d'une semaine, où vous auriez besoin, dans le cas où vous seriez assuré chez nous et où vous auriez besoin d'augmenter ce plafond de RC, effectivement, à 2,5 millions, 5 millions, 10 millions. On peut avoir des fois des demandes à 10 millions quand vous travaillez sur des aéroports, par exemple. Effectivement, l'assureur peut vous octroyer l'augmentation de ce plafond sur la période que vous avez demandé, sans à payer effectivement la prime sur toute l'année. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. Et puis je voulais faire un petit focus parce qu'on a très régulièrement la question au téléphone. Je voulais revenir un petit peu sur la garantie casse où les personnes pensent que quand ils ont le DJI Carry Fresh, ça leur suffit amplement. Ce à quoi je réponds, pour beaucoup de personnes, oui, ça va leur suffire. Par contre, attention, le DJI Carry Fresh est un service, ce n'est pas une assurance. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez cracher, ils vont vous le réparer. S'il est vraiment détruit, ils vont vous le remplacer complètement. Cela dit, dans un contrat d'assurance casse, on va bien au-delà. J'invite tout à chacun à regarder dans vos DJI Carry Fresh. On a eu des télépilotes qui nous ont appelés en disant la disparition du drone n'était pas couverte dans mon DJI Carry Fresh. Dans un contrat d'assurance, la disparition du drone est couverte. De même que le vol
du drone et des accessoires est couverte dans le contrat air courtage. Alors, vol par effraction, hein, bien entendu. Hein. Le vol du drone et des accessoires vont être couverts. Le drone et les accessoires vont être couverts aussi pendant le transport. On va couvrir également l'incendie. On parlait tout à l'heure des accidents qu'il peut y avoir avec les batteries. Tout ça va être compris dans le contrat casse. Donc voilà un petit peu les différences que vous pouvez avoir. Donc il y en a où effectivement on est tout à fait d'accord, le DJI Carry Fresh suffira amplement. Et puis pour d'autres où effectivement il y aura peut-être besoin de prendre la garantie casse. Dites-moi, je voulais savoir, parce que l'indemnité, par rapport à l'indemnité, ça sera à neuf ou à la cote? Alors, il y a un écho et est-ce que c'est en valeur à neuf, c'est ça la question? Oui. Est-ce que, comment en fait, permettez-moi peut-être de le reformuler, comment est indemnisé un drone en cas de sinistre? Est-ce que c'est ça vraiment la Voilà, est-ce question? qu'il y a des options aussi? C'est-à-dire Alors, que, est-ce qu'il y aura l'option, je ne sais pas moi, si il faut prendre quelque chose en plus, si une indemnité sera à la valeur du drone à neuf ou par exemple à la cote? alors, c'est excellente question. La question, en fait, pour répondre, moi, je vais me positionner par rapport à ce qui existe chez Air Courtage. La première année, les drones sont remboursés en valeur à neuf. Ensuite, il est appliqué une vétusté de 10% par an avec une limite. Donc, ça, voilà, déjà, ça répond à la question. Alors, après, est-ce qu'il existe d'autres options? Oui, il existe une option alors qui est plus adaptée à des structures de taille moyenne, voire très grande, ce qu'on appelle les frais supplémentaires d'exploitation. Je vais vous expliquer en fait rapidement en quoi ça consiste. Votre drone est endommagé, vous avez un carnet de commandes extrêmement rempli, et le temps que l'indemnisation se passe par la compagnie d'assurance, le temps que l'expert vienne voir le matériel, qui constate, qui vérifie toutes les factures, etc., il va se passer un certain temps. Vous, en revanche, votre carnet de commandes, il est déjà rempli. Vos clients, ils vous attendent. Et qu'est-ce que vous allez faire pour continuer votre activité? Il est probable que soit vous rachetiez directement un autre drone, soit vous en preniez un en location. Ces frais de location peuvent être remboursés au titre des frais supplémentaires d'exploitation. Et ça permet ainsi de continuer son activité en ayant des dépenses complémentaires qui sont consécutives au sinistre, mais qui n'ont rien à voir avec le sinistre. Hein. Ce sont des frais supplémentaires qui peuvent être pris en charge par l'assurance. Ça s'appelle les frais supplémentaires d'exploitation. Mais là, bon, voilà, généralement, c'est une garantie que l'on propose à des sociétés de taille moyenne, voire de sociétés assez grandes, parce qu'il y a un gros carnet de commandes tout au long de l'année. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une petite précision à apporter. Vous peut-être confirmer, je suis assuré chez vous depuis septembre dernier. D'accord. J'ai 4 drones et c'est ça, quand j'ai rempli mon contrat, la prime d'assurance, elle est basée sur le drone qui est la plus grosse valeur, la plus grande valeur. Pour le bris et la casse. Oui, c'est ça, on est d'accord. Mm. Voilà. Parce que moi, j'en ai un de pulvérisation qui coûte 13 000 €. J'ai un 3 Pro qui coûte 4 000, mais si je crache celui qui coûte 4 000, je suis quand même remboursé. Je ne suis pas remboursé que sur le plus onéreux. Non, c'est la valeur la plus importante. Servir aux participants, cette précision. Merci. Avons-nous d'autres questions? Non? Peut-être. Oui, j'ai encore une petite question. L'assurance, elle ne couvre que l'espace européen? On peut faire une extension monde entier. D'accord. Sachant que de base, l'Europe va être l'usage en Europe est couvert, mais on a des demandes ponctuelles de personnes qui veulent faire une mission au-delà des frontières européennes. Si par exemple je veux faire une mission en Chine, c'est bon? Oui,
prenez le soin de nous prévenir suffisamment en avance parce que généralement, les gens, c'est au moment du décollage, au moment de monter dans l'avion, oh mince, j'ai oublié de demander. Et on s'est retrouvé avec des situations un peu stressantes, on va dire, et pour le télépilote et pour nous, parce que du coup, nous, derrière, on est tenu de demander un accord à l'assureur. Et si ça arrive le vendredi soir à 17h, Je comprends. c'est un peu compliqué, mais ça se fait en tous les cas. D'accord. Une dernière question? Non? Il nous reste à vous remercier d'avoir pris part à ce webinaire. Alors, nous avons procédé à l'enregistrement et nous allons le diffuser. Alors, nous reviendrons vers vous en vous communiquant le lien. Nous allons voir déjà l'enregistrement et la qualité de celui-ci et nous vous communiquerons ensuite là où il se trouve, soit via Prépadrone, soit vers Courtage. Je peux juste vous poser une dernière question. Oui. Alors, savoir, en ayant une activité de drone, en étant exploitant de drone, je voudrais savoir si vous faites aussi l'assurance pour les photographes. Parce que un photographe qui pratique aussi de la vidéo drone et fait des photographies. Est-ce que vous aussi, vous assurez les photographes plus les dronistes? Oui. Et ça, c'est dans l'assurance RC Entreprise, en fait. Ça inclut la partie photographique. RC Entreprise, voilà, c'est ça. Je pense que, s'il y a bien quelque chose vraiment sur la partie assurance à retenir, c'est quand j'exerce une activité en tant que professionnel, j'ai vraiment 2 contrats d'assurance à avoir en tête. À minima, la RC aéronef, la RC drone. Après, la RC entreprise, voilà, vivement conseillé. Pas obligatoire, mais vivement conseillé. Ça veut dire que vous assurez aussi le matériel du photographe. Alors, on peut l'assurer lorsqu'il est en évolution. Est-ce que votre question, c'est je souhaite assurer, je sais pas moi, on va mettre du matériel en accessoire sur le drone pour faire de la prise de vue, des caméras ou des zooms ou des choses comme ça? Par exemple, je sais pas moi, j'ai un A7 III, enfin un boîtier photo. Est-ce que vous assurez le drone plus le boîtier photo? Si le drone va prendre, le boîtier, vous allez le mettre en accessoire sur le drone? C'est quelque chose qui va vous permettre? Oui, alors la réponse est oui. Et évidemment, il y a. Mais s'il ne le prend pas, si le drone ne le prend pas, excusez-moi, mais si le drone ne le prend pas, vous n'assurez pas l'appareil photo. L'appareil photo séparément? Je n'ai pas en tête. Cyril, est-ce que c'est des choses qu'on a fait, d'avoir assuré du matériel séparément? Oui, c'est du contrat, c'est soit de la multirisque informatique, soit du brin machine. Ok. Mais c'est par contrat séparé, oui, effectivement. Et c'est dans l'assurance RC Aéronef que l'on trouve la couverture par rapport à la prise de vue. C'est-à-dire en cas de litige sur une personne qui dirait « Ah, mais nos photos, vous m'avez photographié, etc. » Là, c'est pas un sinistre en soi, c'est un litige. En fait, c'est voilà, et d'où l'intérêt là d'avoir la protection juridique. Ah, d'accord, c'est pas RC Aéronef. Donc là, c'est protection juridique. Ouais, il n'y a pas de dommage en soi, il y a juste un problème. D'accord. Voilà. Alors, je pense que Mais ça, je l'ai peut-être dans mon contrat habitation, la protection juridique. Alors, c'est possible. C'est possible à vérifier si toutefois il n'y a pas des exclusions. C'est toujours le même sujet. Jusqu'où intervient le contrat de protection juridique et y a-t-il éventuellement des exclusions liées à la partie aéronautique? Voilà. Alors oui, effectivement, je vais me permettre d'intervenir. Effectivement, dans tous les contrats terrestres, c'est-à-dire contrat auto, contrat habitation, tout ce que vous voulez, dans 95% des cas, il y a des exclusions pour tout ce qui concerne l'aéronautique.
Et qui plus est, de toute façon, dans votre contrat habitation, même si vous aviez un bout de protection juridique, vous ne pourriez pas être couvert puisque de toute façon, c'est uniquement à titre privé. Et là, on parle bien entendu de protection professionnelle. Donc, il faut absolument une protection juridique professionnelle que vous ne pourriez bien entendu pas retrouver dans votre contrat d'habitation. Et donc, ce qui marque la limite entre professionnel et privé, c'est le fait d'être rémunéré pour le vol. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire d'avoir passé un contrat avec quelqu'un qui va me rémunérer pour faire un vol, et dans le cadre de ce vol, j'ai un problème. Par contre, je fais un vol à titre privé, alors en dehors des aspects exclusion aéronautique, etc., mais on n'entre plus dans le cadre de la protection juridique professionnelle. Tout à fait. Voilà. Après, vous pouvez très bien, ça peut être aussi dans le cadre du professionnel, si vous dites, voilà, j'étais en train de tester le drone pour faire telle chose, bon, bah voilà, ça sera dans le... Alors, un point de détail qui est important, mais sur le contrat d'assurance RC Aéronef chez Air Courtage, l'usage professionnel est garanti en même temps que l'usage loisir. Ok, oui, c'est important. Ouais. Voilà. Ben, je vous propose qu'on... Juste une dernière question. Oui. Comment s'assurer et répertorier qu'on est bien en catégorie ouverte? On nous avait parlé de clearance lors de la formation. Est-ce que c'est un moyen qu'on peut répertorier quelque part dans une entreprise pour justifier qu'on était seulement en catégorie ouverte et qu'on ne dépend pas des spécifiques? Alors, je vais reformuler la question qui me paraît assez complexe. En fait, c'est comment justifier que l'on opère en open ou en spécifique. Oui. Et à ce moment-là, comment je fais pour prendre mon contrat d'assurance en conséquence? C'est au-delà de l'assurance, c'est juste pour savoir si le Manex est obligatoire ou pas. Enfin voilà, c'est le fait de passer en spécifique amène Alors, beaucoup de... c'est une question qui a été abordée là au cours du webinaire. Donc, le Manex n'est pas obligatoire en open. Il est obligatoire à partir du moment où on fait du vol en spécifique. Après, sur le reste de la question, j'ai pas saisi exactement Comment ce que s'assurer en fait qu'on est bien en ouvert en fait? C'est mis à part nos connaissances, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous permettre de, quand on crée notre mission, de savoir si vraiment on est en open? Ça va être en fonction effectivement des caractéristiques de votre mission, donc des drones que vous allez utiliser et de l'environnement de vol. Et ça, c'est uniquement nos connaissances personnelles qui permettent ça, ou il y a le site de clearance, est-ce que c'est quelque chose qui nous avait été présenté? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé de façon sûre? Alors vous avez des outils, oui, comme Clearance par exemple, ou d'autres, qui seront des aides à la décision. Après, ça me paraît délicat de vous reposer uniquement là-dessus, et de toute façon, si vous avez en tout cas fait une mauvaise analyse et en pensant que vous êtes en catégorie ouverte alors que vous étiez en spécifique, je ne pense pas que vous puissiez présenter comme quoi vous avez utilisé la solution Clearance ou autre aux autorités pour justifier que vous êtes... L'exploitant et le télépilote restent responsables dans tous les cas de sa mission et du scénario dans lequel il opère. Donc il y a des outils de décision comme les cartes OACI, Clearance, Keeper et d'autres plateformes. Par contre, oui, le télépilote et la formation que vous avez eue est là effectivement pour vous assurer que vous opérez bien dans tel ou tel scénario. Pour rebondir sur ce propos, si je prends un exemple, par exemple, je vais faire un vol, je suis dans un endroit où tout est permis, il n'y a pas de restrictions, des choses comme ça, et je vole, disons, pas très loin, relativement bas, toujours en vue du drone, donc je suis en catégorie ouverte. Donc là, j'ai envie de dire tranquille, et à la limite, je n'ai pas besoin de loguer mes heures de vol. Par contre, je fais le même vol, mais je suis dans une zone, disons, réglementée, j'ai dû demander des autorisations de vol, etc. Je suis forcément spécifique, et donc là, forcément, le vol étant spécifique, et je dois faire, comment dire, je dois disposer la Manex, et je dois loguer mes heures de vol.
Ok, merci. C'est juste? Oui, c'est bon, ça répond à ma question. Alors, écoutez, cette fois-ci, je propose qu'on clôture le webinaire. Romain, tu veux peut-être ajouter un dernier mot? Non, je vous remercie de nouveau pour votre participation. Voilà, si vous avez en tout cas la moindre question, que ce soit sur la partie formation, préparation aux examens, formation théorique, pratique, voilà, je vous invite à revenir vers moi, soit par téléphone, par mail sur la boîte support support@prepadrone.fr ou via AirPortage si vous n'avez pas mes coordonnées, ils transféreront effectivement. Voilà, puis on vous tient informé en tout cas des évolutions, que ce soit sur le sortie du Manex de notre Canva et des évolutions réglementaires. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire des webinaires au cours de l'année avec AirPortage pour vous parler des évolutions de la réglementation. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.